il m'a craché dessus. Pas un inconnu, pas un voyou dans la rue. Mon fils, devant son propre fils, devant mes petits-enfants, devant ses amis. La salive a touché ma joue, tiède, méprisante. Il a ri. Eux aussi, et moi, je suis restée là, droite, main serrée sur mon sac, manteau élimé, chaussures trempées. Je ne voulais rien, seulement lui parler, lui donner quelque chose, une enveloppe, une aide discrète, mais il a vu autre chose, une mendiante, une honte, une présence à effacer. Et Mathis, mon petit Mathis, il a détourné les yeux. Ce jour-là, quelque chose est mort en moi et quelque chose s'est réveillé. C'était samedi. J'avais pris le bus à 6 heures du matin, un train régional ensuite, 2 heures de trajet, tout ça pour lui remettre cette enveloppe. Je ne voulais pas la poster. Je voulais voir son visage, lui dire que j'étais encore là, pas pour moi, pour lui, pour eux. Quand j'ai sonné à l'interphone, c'est Mathis qui a répondu. Sa voix m'a frappée, plus grave que la dernière fois. Il a 13 ans maintenant, presque un homme. Il ne savait pas que c'était moi. Il a juste dit « C'est ouvert ». J'ai poussé la porte. L'immeuble sentait la peinture fraîche et le plastique. Des enfants couraient dans le couloir. J'ai monté les escaliers lentement, tenant la rampe. Mes genoux me brûlaient. Quand j'ai frappé à la porte 2B, c'est Julien qui a ouvert. Il était torse nu, une serviette sur l'épaule. Des voix riaient à l'intérieur. Il m'a regardé et ce regard était une gifle silencieuse. « Qu'est-ce que tu fais là, maman? » Il y avait du dégoût dans sa voix, pas de gêne, du pur rejet. Je voulais juste te donner... J'ai sorti l'enveloppe. Il m'a coupé net. Devant Mathis? Sérieusement? Tu crois que c'est le moment? Derrière lui, 3 garçons du même âge que Mathis jouaient à la console. L'un d'eux s'est tourné, m'a regardé, puis a ri. « C'est qui ton ex? » a-t-il lancé. Julien a répondu sans me lâcher des yeux. « Ma mère. Ouais, elle débarque comme ça quand elle a besoin d'argent. Je me suis figée. Et puis Matt s'est apparu. Il m'a vu, m'a scanné, des pieds à la tête, et il a craché, pas sur le sol, sur moi. Un rire nerveux a éclaté. Julien n'a rien dit. Il m'a juste poussé l'épaule. « Pars maintenant, maman. S'il te plaît, fais pas ça devant eux. » J'ai regardé Mathis. Il ne semblait pas comprendre. Ou alors, il avait compris depuis longtemps. Je suis descendue sans mots. Les escaliers semblaient plus raides que tout à l'heure. J'ai marché jusqu'au parc, là où les mères promènent leurs poussettes. Je me suis assise. Le vent était froid. Je n'ai pas pleuré. Ce n'est pas ce genre de douleur. Ce n'est pas une gifle. C'est un effacement. Lent, organisé, silencieux. Je suis restée là longtemps, à me demander comment j'en étais arrivée là, comment mon fils, mon propre sang, pouvait me traiter comme une intruse, une honte à cacher. Je ne suis pas née dans la douceur, mais je n'ai jamais tourné le dos à ceux que j'aime. Et pourtant, je suis devenue invisible pour eux, pour lui. Et pourtant, ce qu'il ne sait pas, c'est que sans moi, il n'aurait même pas ce toit au-dessus de sa tête. Ce loyer, ce frigo plein, cette école privée pour Mathis, ce n'est pas lui qui l'a payé, ni Sophie. C'est moi. Il ne le sait pas. Personne ne le sait. Parce que j'ai toujours fait ça dans l'ombre, comme une idiote. Mais ça suffit. Je suis rentrée chez moi le soir même. Mon petit appartement au-dessus du garage. Une pièce, une plaque de cuisson, un évier qui fuit. Le chat ne m'a même pas salué.
Il dormait roulé dans une couverture. Moi aussi, j'aurais aimé dormir, mais cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai ouvert cette vieille boîte en fer où je garde tous les papiers, les lettres, les preuves, et j'ai écrit un mot pour Mathis, pour qu'un jour qu'il sache tout, même ce que son père ignore. Parce que ce que Julien ne sait pas, c'est qu'il est né d'un mensonge et que moi, j'ai payé ce silence toute ma vie. Je n'avais que 22 ans quand j'ai accouché de Julien. À l'époque, j'étais seule, paumée, sans rien d'autre qu'un lit dans un foyer et un ventre trop rond pour qu'on me regarde dans les yeux. Le père, disparu avant même le test de grossesse, un type plus vieux, marié, patron du supermarché où je faisais des heures de ménage le matin avant les cours. Il m'appelait la petite, m'achetait des viennoiseries. Et puis un soir, il ne m'a pas laissé partir. 3 mois plus tard, j'étais enceinte. Je n'ai jamais porté plainte. À quoi bon? Il avait l'argent, moi, j'avais la honte. Mais quand Julien est né, j'ai cru que j'allais y arriver, que j'allais casser la boucle. Je l'ai regardé dans les yeux, ce bébé, et je me suis promis que jamais il ne sentirait ce vide que j'ai connu. Je travaillais dans une maison de retraite, 12 heures par jour, linge souillé, bain à donner, médicaments à trier, familles absentes à consoler, puis je faisais des ménages le soir. 3 escaliers, 2 studios, une boutique. Je rentrais tard, je sentais la sueur et la lessive bon marché, mais Julien mangeait, il avait chaud, il allait à l'école propre. C'est tout ce qui comptait. Il était beau, mon fils. Silencieux, observateur, trop mature pour son âge. Quand il a eu 6 ans, je l'ai surpris en train de ranger les courses tout seul pendant que je dormais dans le fauteuil. Il savait déjà qu'il ne fallait pas me réveiller. Il savait que j'étais fatiguée. Ce genre d'enfance laisse des marques, mais je pensais qu'il comprendrait un jour, qu'il verrait. Quand j'ai eu Élodie 5 ans après, c'était un accident, mais un accident qui m'a sauvée. Une petite fille douce, rieuse, qui chantait faux et disait toujours « S'il te plaît », de en fermant les yeux. Elle m'appelait ma douce maman, même quand je criais, et Dieu sait que j'ai crié. Pas contre eux, contre la fatigue, le froid, l'injustice de tout ça. Je les ai élevés seuls, aucun soutien. Pas un centime de pension, pas de parents à appeler. J'ai tout donné, mes heures, ma santé, mes nuits. Julien a eu sa première copine au lycée, Sophie. Belle, fière, sûre d'elle. Je l'ai tout de suite senti. Elle me jugeait. Mes vêtements, ma façon de parler, mon travail. Elle parlait de niveau de vie, de carrière. Julien l'aimait. Il a voulu lui plaire. Il a commencé à changer. Un jour, je les ai entendus chuchoter dans le salon. J'étais dans la cuisine, mais la cloison était fine. Ta mère, elle est gentille, hein? Mais c'est compliqué. Tu veux vraiment qu'elle soit là quand on aura notre appart? Julien n'a rien répondu. Il a juste soufflé fort. C'est ce jour-là que j'ai compris. Il voulait m'éloigner, pas parce qu'il ne m'aimait plus, parce qu'il avait honte. Et moi, comme une idiote, j'ai accepté. Je me suis effacée. J'ai cessé de l'appeler trop souvent. J'ai arrêté de passer à l'improviste. J'ai même envoyé Élodie seule quand elle voulait voir son frère. Puis ils se sont mariés. Une petite cérémonie civile. Je n'étais pas invitée. Officiellement, c'était que pour les amis proches. J'ai pleuré toute la nuit ce jour-là, pas parce qu'ils m'avaient exclu, mais parce que je l'avais accepté. Quelques mois plus tard, j'ai appris qu'ils avaient des soucis d'argent. Sophie ne trouvait pas de travail, Julien avait été licencié. Ils devaient quitter leur appartement. Alors j'ai fait ce que je savais faire.
Je suis allée voir Monsieur Keller, un ancien résident de la maison de retraite qui m'avait toujours apprécié. Il possédait plusieurs biens. J'ai supplié, j'ai négocié, j'ai proposé de payer moi-même la moitié du loyer s'il acceptait de leur louer un F2 sans caution et l'a accepté, à une seule condition, que le bail soit à son nom, pas au mien. Je lui ai fait confiance et pendant 1 an, tous les mois, je versais 470 € sur son compte. Julien n'a jamais su. Il croyait que c'était un bon plan que Sophie avait trouvé par une copine. Il se vantait même de savoir gérer. Ça m'a fait mal, mais je me suis tue. J'ai continué, même quand j'ai perdu mon boulot à la maison de retraite à cause de douleurs au dos, même quand je me suis mise à boiter, même quand Élodie est tombée malade. Parce qu'Élodie, elle avait une tumeur et j'ai tout vendu, mes bijoux, le téléviseur, même la bague que ma grand-mère m'avait laissée, pour ses soins, pour ses trajets, pour ses espoirs. Et un jour, après une séance de chimio, dans le bus du retour, elle m'a dit « Maman, si je meurs, promets-moi que tu n'arrêteras jamais de protéger Julien, même s'il ne veut pas de toi. » Elle est morte 3 semaines après. Julien n'est même pas venu à l'enterrement. Et pourtant, j'ai continué, comme une idiote. La mort d'Élodie m'a brisé d'un endroit que je n'avais jamais pensé pouvoir casser. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré devant les autres. J'ai rangé ses affaires dans des sacs que j'ai laissés devant le centre caritatif, pas parce que je voulais m'en débarrasser, parce que je ne pouvais pas les regarder sans étouffer. Julien n'a pas appelé, pas un message, pas une fleur. Il n'a même pas demandé comment elle était morte. Pour lui, sa sœur avait cessé d'exister bien avant le cercueil. Je crois qu'il avait trop peur de se souvenir de ce qu'ils étaient enfants. Trop peur de se rappeler qu'il avait eu une sœur douce, une sœur vraie, et qu'il l'avait abandonnée. Moi, je me suis rétrécie. J'ai pris un studio plus petit. J'ai vendu le vieux buffet. J'ai gardé juste le minimum, une cafetière, 3 bols, 2 draps et le carton d'Élodie que je n'ai jamais ouvert depuis. Il est toujours là, sous mon lit, fermé avec un bout de ficelle et un mot écrit de sa main. « Ne pleure pas, maman. » Le temps s'est étiré, j'ai vieilli trop vite. Mes mains ont gonflé, mes jambes ont durci, mais je n'ai pas arrêté. Chaque mois, je continuais à payer. Loyer, factures, frais scolaires, toujours via M. Keller ou des virements anonymes. Je faisais des petits boulots quand je le pouvais. Je cousais des ourlets, je gardais des enfants, je faisais des courses de vieille dame plus seule que moi. Puis, un jour, j'ai vu une photo de Julien et Sophie sur Internet, un article local. Ils avaient été invités à une conférence sur l'éducation moderne. Julien y parlait de parentalité, d'indépendance financière, d'élévation sociale. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à sentir la colère monter. Une colère lente, sans cri, une colère profonde, celle qu'on ressent quand on voit quelqu'un fouler du pied ce que vous avez construit à main nue. Il parlait de réussite, de mérite, de sacrifice. Et moi, j'étais là, dans un 2 pièces qui sentait l'humidité, à compter les centimes pour recharger ma carte de transport. Puis Mathis Aisné. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas touché. Sophie ne voulait pas. « Ce n'est pas sain », avait-elle dit à Julien. « Elle va le troubler. Elle est instable. » Julien n'a pas discuté. Il a obéi. Je n'ai pas été invitée à la maternité. Pas de photos, pas de prénom révélé. C'est Fatou, une ancienne collègue, qui m'a appelé Grande Douce pour me prévenir. « Il est beau, ton petit-fils. Grand, fort, il a tes yeux. » Je suis allée à l'hôpital en cachette. J'ai attendu dehors, derrière la vitre.
J'ai aperçu un bébé dans les bras de Sophie. Il pleurait, moi aussi. Après ça, j'ai commencé à envoyer des cadeaux, des livres, des vêtements, des jouets, toujours sans nom, toujours avec des cartes anonymes, de la part d'un ange. Je savais qu'il croirait à une copine, à une association, peu m'importait. L'important, c'était qu'il sache quelque part au fond que quelqu'un pensait à lui. Je savais qu'il allait à l'école Sainte-Marie. Tous les lundis, je passais devant, en marchant lentement. Parfois, je le voyais sortir, sac sur le dos, cheveux en bataille, sourcils froncés. Il ressemblait à Julien à son âge, sauf qu'il riait moins. Un jour, j'ai vu un garçon lui arracher son goûter. Mathilde n'y était pas réagi. Il est resté là, silencieux, exactement comme Julien quand il était petit. J'ai eu envie de courir, de crier, de le prendre dans mes bras, mais j'ai reculé dans la rue. J'ai attendu qu'il monte dans le bus, puis je suis rentrée chez moi vidée. J'ai cousu une trousse pour lui, bleu marine avec ses initiales. Je l'ai déposée dans la boîte aux lettres de l'école avec un mot, pour l'aider à mieux ranger ses idées. Le lendemain, j'ai attendu, assise sur un banc. Il est sorti, la tenue dans ses mains, l'a regardé longtemps, puis il l'a mise dans son sac sans rien dire. Je suis restée belle jusqu'à ce que tous les enfants soient partis. La semaine suivante, j'ai cousu un bonnet, puis une écharpe, puis j'ai arrêté. Je me suis rendu compte que j'essayais de recoudre une famille à coups d'aiguille et de fil, et que ce tissu-là, on me l'avait déjà arraché depuis longtemps, mais je continuais de payer. L'école privée, les fournitures, même les sorties scolaires. Toujours par un compte anonyme via l'association où travaille une ancienne collègue. Julien ne posait pas de questions, ou alors il ne voulait pas entendre les réponses. Je suis devenue une silhouette, une figure lointaine. On m'a volé mon nom, mon titre de mère, puis celui de grande-mère. Il ne me restait plus que celui de femme seule, et pourtant, malgré tout, je les aimais encore. C'est ça, le plus terrible. Aimer ceux qui vous arrachent. Et je savais que ça finirait par éclater. Je ne savais juste pas quand. Le soir où Élodie est morte, Madeleine rangeait son petit appartement comme pour occuper son esprit. Le téléphone a sonné, trop tard pour être une bonne nouvelle. Une voix inconnue lui a annoncé l'accident. Une voiture, un chauffeur, la pluie, pas de freinage, instantané. Madeleine n'a pas compris tout de suite. Son cœur battait trop vite, ses oreilles bourdonnaient. Puis la voix a répété « Votre fille est décédée. » Sur le coup, elle est restée plantée là, la main toujours sur le combiné, jusqu'à ce qu'il émette des tonalités longues et vides. Elle n'a pas pleuré, pas cette nuit-là. Elle a seulement pris un pull. Elle est sortie marcher sous la pluie battante, sans parapluie. Elle a marché des heures jusqu'à ce que ses jambes la lâchent. Les jours suivants, tout s'est enchaîné trop vite. Papier, moguet, cercueil. Madeleine a choisi un cercueil simple, blanc cassé, comme la peau fragile d'Élodie. À l'enterrement, il n'y avait presque personne. Une collègue d'Élodie, 2 voisins, le curé. Julien n'est pas venu. Il a seulement envoyé un message, quelques mots secs. « Je préfère ne pas être là, c'est trop dur. » Madeleine a senti quelque chose se fissurer définitivement en elle. Son fils, son premier enfant, son Julien qu'elle avait porté à bout de bras, ne pouvait même pas affronter la mort de sa sœur. Pire, il a fini par l'accuser. Si tu avais été une meilleure mère, peut-être qu'elle ne serait pas sortie si tard, qu'elle aurait eu une autre vie. Un coup de téléphone brutal, sans larmes, sans chaleur, après ça plus rien. Silence total, comme si Madeleine n'existait plus.
Elle a réduit ses dépenses au strict minimum, a donné ses robes qu'elle ne mettait plus, a vendu des bibelots pour payer les dettes du funérarium. Ses nuits étaient des tunnels d'images. Élodie enfant, Élodie malade, Élodie morte. Dans la journée, elle travaillait encore, un peu, des ménages, des lessives, parfois du repassage pour des bourgeoises du centre-ville qui la payaient au noir. Le reste du temps, elle restait assise dans son petit fauteuil, le regard perdu vers la fenêtre, comme si elle attendait qu'on vienne la chercher. Elle ne parlait plus de Julien à personne. Elle gardait ses souvenirs pour elle, rembobinait en boucle les rares moments heureux, s'accrochait à la voix rieuse qu'il avait quand il avait 6 ans, à ce petit garçon qui courait vers elle en criant « Maman » avec des étoiles plein les yeux. Ce petit garçon n'existait plus. À la place, il y avait un homme dur qui ne voulait plus d'elle, qui la repoussait comme une honte, un poids. Elle a tout enterré, ses regrets, ses questions, sa douleur. Elle s'est faite toute petite, invisible. Elle a cessé d'espérer. Et quand elle se surprenait à encore penser à Julien la nuit, elle se répétait comme une prière amère. C'est fini. Il n'a plus besoin de moi. Il ne veut plus de moi. Et pourtant, elle n'arrêtait pas de fier, parce que sans elle, il n'aurait même pas ce toit au-dessus de leur tête. Et ça, même si Julien le haïssait, il ne le serait probablement jamais. Les jours se confondaient en un long ruban gris pour Madeleine. Elle s'endormait tard, se réveillait tôt, souvent avec un goût métallique dans la bouche et une douleur sourde dans les hanches. Elle avait cessé de se regarder vraiment dans la glace. Ses joues s'étaient creusées, des taches sombres parsemaient ses tempes, et ses cheveux, autrefois épais, formaient maintenant un mince chignon que ses doigts arthritiques peinaient à dompter. Elle vivait dans un studio sombre, au-dessus d'un garage où travaillaient 3 frères tunisiens, gentils mais bruyants. Chaque matin, les moteurs démarraient en fanfare sous son plancher, la faisant sursauter, la ramenant à la réalité. Elle était vieille, seule, et même ses murs vibraient au rythme d'autres vies. Un jour de février, elle a reçu une facture d'électricité terrifiante. L'œil vert avait été rude. Elle n'avait pas su se priver du petit radiateur à huile qu'elle traînait d'une pièce à l'autre. Résultat, son compte était presque vide. Elle a ouvert son vieux portefeuille, en a sorti 3 billets froissés et quelques pièces, puis s'est assise sur son lit, paralysée. Elle s'est alors mise à compter à voix haute pour se rassurer, pour entendre autre chose que le silence. 47 € pour l'électricité, 20 pour la pharmacie. Il me restera à peine de quoi acheter du lait et des œufs. Elle a posé son front contre ses genoux, mais après quelques minutes, elle s'est redressée, a enfilé son manteau élimé et est sortie. Dans le hall, elle a croisé la concierge qui lui a lancé un vague « Bonjour », sans sourire, déjà repartie dans son monde. Dehors, l'air glacé l'a saisie à la gorge. Elle a descendu la rue à petits pas en tenant son sac contre elle. Elle n'allait jamais directement devant l'école Sainte-Marie, toujours un détour, comme si elle voulait se donner le temps de réfléchir, de peut-être changer d'avis, mais ses pas la ramenaient inlassablement là-bas. Ce lundi-là, il y avait du soleil, mais l'air restait piquant. Elle s'est assise sur un banc un peu à l'écart, derrière une haie taillée court. D'ici, elle voyait le portail vert, les enfants qui sortaient en grappes désordonnées, les cris, les cartables qui rebondissaient net contre des dos trop frêles. Et elle l'a aperçu. Mathis, plus grande que dans ses souvenirs, 13 ans déjà. Il portait un sweat bleu marine avec une capuche trop large. Ses cheveux dépassaient un peu, ébouriffés. Il tirait sur les manches comme s'il avait froid.
Madeleine a senti une vague de tendresse et de douleur la submerger. Il a grandi. Mon Dieu, qu'il a grandi. Mathis marchait seul et s'est arrêté près d'un poteau, a fouillé dans son sac, en a sorti un petit paquet, sans doute le goûter, et a mordu dedans distraitement. Madeleine a remarqué qu'il ne souriait pas et regardait ses pieds, comme perdu. Autour de lui, deux garçons ont ri fort, se sont bousculés, ont échangé une tape à l'arrière du crâne. Mathis n'a pas réagi. Il a juste serré un peu plus son sac contre lui. Puis, soudain, l'un des garçons lui a arraché le paquet des mains et l'a lancé plus loin. Madeleine s'est levée d'un bond, son cœur s'est emballé. Elle a failli crier, courir vers eux, mais elle s'est figée, pétrifiée par l'idée qu'il la verrait, qu'il la reconnaîtrait, qu'il aurait honte. Mathis s'est resté planté là, a regardé le paquet au sol, puis a tourné le dos. Il n'a même pas essayé de le récupérer. Il est parti à pas pressés. Les deux autres ont haussé les épaules et se sont éloignés. Madeleine s'est rassis lentement, le souffle court. Exactement comme ton père. Trop fière pour se défendre, trop blessée pour répondre, elle est restée sur le banc longtemps après que la course est vidée. Ses mains tremblaient sur son sac. Ce soir-là, rentrée chez elle, elle a fouillé dans ses affaires et a ressorti ses vieilles chutes de tissu. Elle a choisi un morceau bleu foncé, solide, qu'elle avait autrefois acheté pour coudre une chemise à Julien. Elle l'a étalé sur la table, a sorti son petit nécessaire à couture, usé jusqu'à l'os, et s'est mise à fabriquer une trousse. Pendant qu'elle cousait, elle parlait tout bas. « Pour toi, mon petit, pour que tu ranges tes stylos, tes secrets, pour que tu penses qu'un jour quelqu'un a voulu que tes affaires aient une maison, elles aussi. » Le lendemain, elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est rendue à l'école et a donné la trousse à la secrétaire avec un petit mot à l'intérieur. Pour Mathis D., de la part de quelqu'un qui croit très fort en lui. Puis elle est ressortie, le cœur battant. Toute la journée, elle a eu peur qu'on l'appelle, qu'on découvre son manège, mais rien. Le soir, elle s'est assise sur son lit, épuisée, a posé ses mains contre ses joues brûlantes. Le surlendemain, elle est retournée discrètement devant l'école. Elle l'a vu. Mathis sortait avec sa trousse à la main. Il la regardait longuement, la tournait entre ses doigts. Puis il l'a rangée soigneusement dans son sac, comme si c'était précieux. Madeleine a souri à travers ses larmes. « Merci, mon Dieu. Merci de m'avoir permis de voir ça les semaines suivantes. » Elle a cousu un bonnet, puis une écharpe assortie. Chaque fois, elle les déposait à l'école, toujours anonymement. Parfois, elle restait à distance pour observer Mathis. Il n'était jamais très joyeux, mais elle le voyait s'attarder sur ces petites choses. Elle avait l'impression de recoller, fil par fil, une tendresse qu'on leur avait volée. Un soir, en rentrant, elle s'est arrêtée au marché. Elle a acheté 2 pommes et un petit pain, ses seuls luxes du mois. De retour chez elle, elle a posé la nourriture sur la table, puis s'est effondrée contre le dossier de la chaise, les larmes roulant sur ses joues ridées. « Je n'ai plus rien, mon petit, plus rien que ces gestes. Mais tant que je respire, tu ne seras jamais seul. » Elle a fermé les yeux. Elle se voyait déjà tricoter d'autres bonnets, d'autres écharpes, coudre d'autres trousses, comme si ses poings, ses nœuds pouvaient raccommoder leur histoire. Et chaque nuit, avant de s'endormir, elle murmurait dans le noir « Je t'aime, Mathis, même si tu ne le sauras peut-être jamais, même si tu ne le veux pas. Je t'aime assez pour disparaître, pour que tu sois libre. » C'est un après-midi ordinaire, un mercredi où l'air sentait la pluie, même s'il ne pleuvait pas. Madeleine revenait du supermarché discount du quartier. Son cabas pesait lourd sur son bras fragile. Ses doigts rouges s'écrasaient contre l'anse plastique. En passant devant la grille de l'école Sainte-Marie, elle s'est arrêtée comme toujours, par réflexe. Il y avait un mouvement inhabituel, des parents, des enfants qui sortaient sans plus tôt, un attroupement discret. Madeleine a avancé de quelques pas, serrant son cabosse contre elle comme un bouclier. Elle a vu Mathis, la tête baissée, qui avançait derrière son père, Julien.
Il tenait son téléphone contre son oreille, parlait vite, d'un ton agacé. Sophie n'était pas là. Madeleine s'est plaquée contre le mur pour ne pas être vue. Ses jambes flageolaient. Elle avait cru que son cœur allait s'arrêter quand elle avait reconnu la silhouette de Julien. Ses cheveux étaient poivre et celle déjà. Il portait une veste cintrée, marchait vite, le visage fermé. Il avait l'air fatigué, ou peut-être juste distant, comme toujours. Mathis traînait légèrement derrière, tenant son sac à 2 mains, les épaules rentrées. Elle a eu envie de l'appeler. Mathis, juste pour qu'il tourne la tête, qu'il voie qu'elle était encore là, malgré tout. Mais elle n'a pas pu. Ses lèvres sont restées collées l'une à l'autre. Ils ont disparu au coin de la rue, sans la voir. Madeleine a soupiré, s'est laissée glisser contre le mur, assise sur le trottoir humide. Elle a fermé les yeux un instant avant de se relever. Ses genoux craquaient douloureusement. Quelques jours plus tard, tout a changé. Fatou, son ancienne collègue, est venue frapper à sa porte. Elle tenait un sac de provisions, l'a forcé à s'asseoir, a rangé les yaourts et les fruits dans le petit frigo en parlant fort, comme pour masquer la gêne. Puis, elle s'est assise et en face d'elle, a pris ses mains. « Madeleine, il faut que je te dise, je travaille toujours un peu à la maison de retraite, tu sais. Et hier, en sortant, j'ai croisé Sophie avec Mathis. Ils allaient chez le médecin. J'ai entendu... Sophie disait à son fils de ne surtout pas croire les mensonges de cette vieille femme. Que tu essayais de te rendre importante, que tu inventais des histoires. » Madeleine a senti sa gorge se serrer. « Des histoires? Quelles histoires? Je ne sais pas. » Elle parlait de lettres. Apparemment, Mathis a trouvé des papiers dans un tiroir, des vieilles lettres que tu avais écrites, peut-être jamais envoyées. Il les a lues, et maintenant, il dit que tu te fais passer pour celle qui a tout payé, qui les a sauvés. Madeleine est restée sans voix. Elle se souvenait très bien de ces lettres. Elle les avait écrites pendant des nuits entières, seule, à sa table de cuisine, pour que Mathis sache un jour. Des mots tremblés, maladroits parfois, mais vrais. Des aveux qu'elle n'avait jamais eu le courage de lui remettre. Elle les avait confiés à Fatou, qui les avait donnés à l'association pour les conserver au cas où. Manifestement, elles étaient revenues jusqu'à eux. Julien, il croit vraiment ça, que j'ai inventé. Fatou a baissé les yeux, mal à l'aise. Il dit que tu es malade, que tu es devenue une manipulatrice, que tu veux lui faire porter un poids qui n'est pas le sien. Il est convaincu que tu essaies juste de l'humilier. Madeleine s'est levée brusquement. Son cœur battait à toute rompre. Elle est allée jusqu'à son buffet bancal, a ouvert le tiroir du bas et en a sorti une grande enveloppe brune. Dedans, tout, des copies de virements bancaires, des reçus d'assurance, des lettres de M. Keller, des preuves du loyer payé en son nom, même des factures de l'école de Mathis réglées anonymement. Elle les a étalées sur la table comme des cartes de tarot, la main tremblante. Ça, Fatou, c'est ma vie, c'est la vérité. Ils ne peuvent pas dire que j'ai tout inventé. Fatou l'a prise dans ses bras. Je sais, Madeleine, moi je sais. Et un jour, Mathis le saura aussi. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais un jour. Le soir, seule dans son studio, Madeleine a relu ses papiers un à la lumière jaune d'une vieille ampoule. Elle murmurait presque comme si elle parlait à Mathis. « Tout ce que tu as dû, petit, je l'ai voulu pour toi, même sans mon nom dessus, parce que l'amour, c'est pas fait pour être vu. C'est fait pour être donné, même quand personne n'en veut. » Puis elle a tout remis dans l'enveloppe, l'a caché dans la vieille boîte en fer sous son lit, celle qui contenait déjà des photos fanées, un bracelet cassé d'Élodie et la première mèche de cheveux de Julien bébé. Elle a laissé sa main reposer dessus un long moment, les yeux fermés, respirant lentement, comme pour se convaincre que son histoire, malgré tout, ne mourrait pas avec elle. Les mois ont filé, semblables à une longue file de jours sans saveur, sauf pour les douleurs nouvelles qui s'installaient dans le corps de Madeleine. Son souffle se faisait plus court, son cœur battait parfois de travers,
la laissant étourdie pendant plusieurs minutes. Un matin, elle a failli tomber en sortant de son lit. Elle s'est rattrapée au rebord de la table de nuit, sonné un long moment, puis a éclaté de rire. Un rire sec, qui s'est terminé en tout. Pas encore. Pas tout de suite, a-t-elle murmuré à voix basse. Pas avant que Mathis sache. Elle a tenté de continuer comme avant. Les petites vannes courses pour les voisines âgées, les retouches de pantalon, les trajets jusqu'à Sainte-Marie pour entrevoir son petit-fils à la sortie. Mais ses jambes ne suivaient plus. Elle passait de plus en plus de temps assise à la fenêtre, regardant la rue en bas comme si quelqu'un allait apparaître pour la délivrer de cette attente. Puis un après-midi, alors qu'elle rentrait avec un filet de légumes, le monde a vacillé. Son cœur s'est contracté si fort qu'elle a eu l'impression qu'il voulait s'arracher. Elle s'est appuyée contre la porte, le sac a glissé au sol, les carottes sont roulées sur le carrelage, elle a glissé à genoux, les mains crispées sur sa poitrine. Pas encore. S'il vous plaît, pas maintenant. Quand elle a rouvert les yeux, elle était à l'hôpital. Des lumières blanches au-dessus d'elle, des bip-bip réguliers, une odeur d'antiseptique. Un médecin jeune, au regard bienveillant, s'est penché. « Vous avez fait un malaise cardiaque, Madame Dufresne. Il va falloir rester ici quelques jours. Ne vous inquiétez pas, on vous surveille. » Elle a voulu répondre, demander ses affaires, ses papiers, sa boîte, mais sa voix était rauque, inaudible. Elle a fermé les yeux. Quand elle s'est réveillée, Fatou était là, assise sur la chaise près du lit, les bras croisés, l'air inquiet. « Ma pauvre Madeleine, tu vas me rendre folle. » Madeleine a forcé un sourire, une main fragile posée sur celle de son amie. « Je suis encore là, mais ça devient dur. Fatou est revenue tous les jours. Elle apportait des biscuits mous, des magazines déjà lus, parfois des fleurs cueillies sur le bord de la route. Elle racontait des anecdotes de la maison de retraite, parlait fort pour masquer son malaise. Puis, un soir, Fatou est arrivée dans la chambre, le regard étrange. Derrière elle, un jeune garçon timide, grand pour son âge, les mains dans les poches. Mathis. Le cœur de Madeleine a bondi. Elle a voulu se redresser, mais son corps l'a trahi. Elle s'est contentée de lever la main vers lui. Mathis. Il est resté là, un pas à l'intérieur de la pièce, les yeux grands ouverts. Il la détaillait. Cette vieille femme amaigrie, au visage pâle, branchée à des fils et des machines. Il avait l'air perdu. Fatou lui a touché l'épaule, a murmuré « Vas-y, elle t'attend. » Alors il a avancé, lentement. Il s'est assis au bord du lit. Un silence lourd a rempli la chambre. Madeleine ne pouvait pas détacher son regard de lui. Il avait les mêmes cernes que Julien adolescent, le même pli d'inquiétude entre les sourcils. Elle aurait voulu le serrer contre elle, respirer son odeur de jeune garçon. Mais elle n'a pas osé. Elle avait peur qu'il se recule. Alors elle a seulement dit, d'une voix fragile, « Je suis tellement heureuse que tu sois venu. » Mathis n'a rien dit. Ses mains jouaient nerveusement avec la fermeture de sa veste. Puis, d'un coup, il a sorti un petit carnet froissé de sa poche. « C'est vrai, tout ce qu'il y avait dans tes lettres, tout ce que tu as payé pour nous, pour papa. » Sa voix tremblait. Madeleine a cligné des yeux. Des larmes se sont échappées, coulant dans ses cheveux gris. « Oui, mon petit, tout est vrai. Chaque mot, je l'ai fait pour vous. Parce que c'est ça, aimer, même quand ça fait mal, même quand on n'existe plus. » Mathis a dégluti, ses yeux brillaient, Étienne. Il a posé le carnet sur la couverture, tout près de la main ridée de Madeleine, puis il a murmuré, presque un enfant, encore, « Papa dit que tu nous as manipulés, que tu voulais qu'on ait honte, mais moi, je crois pas, enfin, je sais pas. C'est compliqué. » Madeleine a hoché la tête. « Je comprends, Mathis, ça doit être très lourd pour toi. Je ne t'en veux pas si tu ne veux plus revenir. » Alors, dans un élan, il avait attrapé sa main. Il l'a serrée fort, comme s'il avait peur qu'on la lui arrache. « Je voulais juste savoir, pour de vrai, parce que moi aussi, j'ai pas envie de vivre dans un mensonge. » Elle a senti son cœur battre plus fort, d'un battement douloureux mais magnifique.
Merci d'être venu me demander. Ça compte plus que tout. Ils sont restés là, main dans la main, longtemps, sans parler. Fatou s'était discrètement éclipsée. À cet instant, Madeleine s'est sentie enfin un peu entière, pas guérie, mais vue. Elle fermait les yeux, écoutait la respiration de Mathis, sentait la chaleur de sa paume. Et elle s'est dit que si elle devait partir bientôt, au moins, quelque chose avait été réparé. Le lendemain, Mathis est revenu, seul, pas d'adulte pour le pousser ni pour l'en empêcher. Il est entré dans la chambre d'hôpital timidement, comme s'il craignait d'être surpris. Madeleine, déjà éveillée, a souri en le voyant. Ses traits étaient tirés, sa respiration sifflante, mais ses yeux brillaient d'un éclat nouveau. Bonjour, mon petit, a-t-elle murmuré, la voix éraillée. Mathis a fermé la porte derrière lui, a posé son sac au pied du lit, puis a tiré une chaise. Il avait l'air d'un garçon qui s'apprêtait à écouter un secret trop grand pour lui, et pourtant il était resté. Il a sorti le petit carnet froissé qu'il avait apporté la veille et l'a posé sur ses genoux. J'ai tout relu cette nuit. Je pouvais pas dormir. J'ai besoin que tu me dises encore toute la vérité, même si ça fait mal. Madeleine a senti un frisson glacé lui parcourir la nuque. C'était le moment qu'elle redoutait autant qu'elle l'espérait. Elle a pris une longue inspiration, ses côtes douloureuses semblaient vouloir craquer. Mathis, il faut que tu saches. Ton père, Julien, il n'a jamais su, j'ai voulu le protéger. Mais toi, tu es assez grand, tu mérites la vérité, toute la vérité. Elle a serré la main du garçon dans la sienne, ses doigts tordus par l'arthrose recouvrant ceux encore lisses, tendus, nerveux. Ton père n'est pas le fils de celui qui l'a toujours cru. Ce mariage, celui de ma jeunesse. C'était une couverture, un arrangement de façade. En réalité, Julien est né d'un homme qui m'a pris sans mon consentement. J'avais 20 ans, je nettoyais le supermarché, il était mon patron. Marié, puissant. Il a tout détruit en une seule nuit. Elle a fermé les yeux. Une larme solitaire a tracé une ligne sur sa joue parcheminée. J'ai gardé Julien malgré tout. Je l'ai aimé dès le premier battement de son petit cœur et j'ai juré qu'il ne serait jamais cette honte, qu'il aurait une enfance normale, sans ce poids terrible. Mathis avait pâli. Il fixait ses mains, tremblantes. Sa mâchoire se serrait. Madeleine a poursuivi d'une voix plus basse encore. Et tout ce que ton père a eu, tout ce que toi tu as eu. L'école, la maison, les vacances. C'était moi, Mathis. C'est moi qui payais. Discrètement, par amour. Pas pour qu'on me remercie, pour que vous manquiez de rien, pour que au moins ma honte serve à quelque chose de beau. Elle a senti le garçon retirer légèrement sa main. Elle n'a pas insisté. Elle savait que c'était beaucoup. Trop. Pendant de longues minutes, ils sont restés silencieux. Seuls les appareils cardiaques brisaient le silence. Puis Matt a relevé la tête. Ses yeux étaient brillants, rouges au coin. Papa, c'est ça. Il disait toujours que vous aviez détruit sa vie, qu'il devait tout reconstruire sans vous. Mais il savait rien, hein? Il savait pas que c'est toi qui l'as toujours sauvé, en fait. Madeleine a laissé échapper un soupir brisé. Non, mon petit, il ne savait pas. Et peut-être qu'il ne le saura jamais, parce qu'il ne veut pas savoir. Et moi, j'ai cessé de vouloir qu'il sache pour moi, mais toi, je voulais que tu le saches, pour que tu comprennes d'où tu viens, pas pour salir son image, pour que tu sois libre d'aimer, malgré tout. Mathis a baissé la tête, ses épaules se soulevaient par soubresauts. Puis il s'est levé, a fait 2 pas, a hésité, et dans un élan maladroit, il s'est penché pour la prendre dans ses bras. Madeleine s'est retrouvée écrasée contre son torse d'adolescent, respirant son odeur d'enfant encore, de sueur et de lessive. Elle a senti ses propres sanglots monter, incontrôlables. Merci d'avoir tout fait, a chuchoté Mathis, la voix étranglée. Même si papa comprend pas, moi je veux savoir. Elle a enfoui son visage contre lui, le cœur cognant si fort qu'elle a cru qu'il allait éclater. Dans cette étreinte maladroite, elle a trouvé tout ce qu'elle avait cherché pendant une vie entière.
la preuve qu'elle n'avait pas tout sacrifié en vain. Madeleine est morte 2 semaines plus tard, dans la nuit, sans bruit, comme elle avait toujours vécu, discrète, effacée, presque désolée d'exister. C'est une infirmière qui l'a trouvée au petit matin, un léger sourire aux lèvres, ses mains jointes sur la couverture comme si elle s'était endormie en priant. Mathis était venu à l'enterrement, seul. Julien n'avait pas voulu. Pourquoi faire? Elle nous a déjà assez empoisonnés, avait-il dit sèchement à son fils. Sophie n'avait même pas daigné répondre. Alors Mathis s'était habillé de son plus beau pantalon, avait noué maladroitement une cravate noire et était venu, les poings serrés dans les poches. Fatou l'attendait devant l'église. Elle le prit par l'épaule, la conduit jusqu'au petit cercueil clair, si modeste qu'on aurait cru qu'il contenait à peine une vie. Il n'y avait pas grand monde, quelques vieilles voisines, 2 dames de l'association qui avaient parfois employé Madeleine pour des retouches, et Fatou. Le prêtre a dit des mots convenus, mais Mathis n'écoutait pas. Il fixait la boîte, imaginait la silhouette frêle de sa grand-mère, sa voix douce, ses mains tremblantes. Après la cérémonie, Fatou l'a prise à part. Elle tenait une grande enveloppe épaisse, un peu déchirée sur les bords. « C'est pour toi. Madeleine voulait que tu l'aies quand elle ne serait plus là pour expliquer. Tout est dedans, Mathis. Les preuves, les lettres, même un petit mot pour toi. » Mathis l'a prise, l'a serrée contre lui comme un bouclier. Puis il est rentré chez lui à pied. Sans dire un mot, il a attendu d'être dans sa chambre pour l'ouvrir. Là, seul, il a sorti les documents un à un, des reçus bancaires, des lettres manuscrites, des copies de virements, des notes griffonnées au crayon. Il a tout étalé sur son lit. Ça sentait la vieille encre, un peu la naphtaline. Au milieu de tout ça, une enveloppe plus petite où il était écrit simplement « Pour toi, mon petit Mathis ». Ses doigts tremblaient en la décachetant. Il en a sorti une feuille pliée en 4, écrite d'une écriture irrégulière, penchée, parfois raturée. « Mon petit Mathis, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te serrer dans mes bras et te dire de vive voix tout ce que j'ai sur le cœur. Je sais que tu as dû entendre beaucoup de versions de l'histoire, que certains t'ont peut-être dit que j'étais folle, que j'inventais pour attirer la pitié, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton père, pour toi, pour qu'aucun de vous ne manque jamais de rien. J'ai toujours voulu que vous viviez libre du poids de mes secrets. Peut-être ai-je eu tort, peut-être aurais-je dû tout dire plus tôt, mais j'avais peur de détruire vos certitudes, vos racines. Ce que je veux que tu saches, Mathis, c'est que tu es le fruit d'un amour pur, même si l'arbre de cette famille est tordu. Que tu n'as à avoir honte de rien, ni de moi, ni de ton père, ni de ton histoire. Tout ce que je possède, tout ce que j'étais, je l'ai mis dans vos mains sans jamais rien demander en retour. Alors, vis, mon petit, vis pour toi, pas pour réparer nos erreurs. Sois heureux, c'est mon plus grand souhait, et sache qu'aucune tombe ne pourra jamais enterrer l'amour que j'ai pour toi. Ta grand-mère, Madeleine. Mathis a relu la lettre 3 fois, les larmes brouillant les lignes. Puis, il a reposé la feuille sur son cœur, a fermé les yeux et a murmuré « Je te promets, mamie, je vivrai pour nous deux. » Dans le silence de la chambre, quelque chose s'est apaisé, comme si l'ombre de Madeleine, enfin, pouvait reposer en paix.